Si l'on donne une importante somme d'argent à quelqu'un, en France, 70% des personnes investiraient dans l'immobilier. Aux États-Unis, seuls 28% le feraient, le reste préférant la bourse. Et vous feriez quoi? Ça y est, vous la sentez, la question qui s'immisce en vous et qui vous fait vous demander lequel des deux rapporte le plus. Alors, que vous soyez pro-bourse ou pro-immobilier, oubliez tout ce qu'on vous a dit sur le sujet, parce que la réponse est bien loin de ce à quoi vous vous attendez. La question de entre bourse et immobilier, qui gagne, est presque aussi vieille que les vidéos finances sur YouTube. Mais après tout, c'est bien normal, parce que si vous voulez gagner de l'argent rapidement ou vous enrichir, le mieux est de vous tourner vers la classe d'actifs la plus efficace, non? Bonjour à tous, vous êtes sur 1, 2, 3 Richesse, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens, et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix, et avec mon partenaire Le Cube... Salut tout le monde! Vous avez l'air en pleine forme, même si techniquement je ne vous vois pas. Nous allons voir aujourd'hui ce qui, de la bourse ou de l'immobilier, peut vous rapporter le plus. Alors, dans le sens commun, la pierre serait une valeur sûre qui ne fait que monter sur les longues périodes de temps. Mais, parallèlement, la bourse surclasserait toutes les autres classes d'actifs. On se retrouve alors avec deux affirmations complètement contradictoires. Du coup, laquelle est la bonne? Eh bien, c'est là qu'est le problème. Parce que si les choses étaient si simples, alors... Moi je pense que la question elle est vite répondue. Et tout le monde investirait dans le même type d'actifs depuis longtemps. Donc, pour pouvoir apporter une réponse un tant soit peu précise, on va avoir besoin d'éléments de comparaison. Et pour ça, quoi de mieux qu'un panorama rapide des avantages et des inconvénients de chacune des parties. En plus, les listes d'arguments, ça aide toujours la prise de décision. Mais avant de voir ça, si vous découvrez la chaîne, vous avez le droit de vous abonner et d'activer cloche et notifications pour être prévenu dès la parution d'un nouvel épisode. Lorsqu'on compare bourse et immobilier, dans la quasi-totalité des cas, l'avantage de l'un représente l'inconvénient de l'autre, et vice-versa. Mais peut-être penserez-vous à d'autres différences entre les deux actifs. Donc n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Pour faciliter la comparaison, partons de postulats simples. Pour l'immobilier, l'acquisition se fait par le biais d'un crédit, avec pour objectif une rente sous forme de loyer. Pour la bourse, on part sur un portefeuille standard d'actions, donc marché au comptant et pas de produits dérivés, le tout orienté dividende. Commençons avec l'immobilier et l'un de ses plus gros avantages, l'utilisation du levier bancaire. Le levier bancaire est le fait d'emprunter de l'argent pour acheter un bien que l'on ne pourrait pas se payer avec ses propres fonds. Donc, en immobilier, d'une part, on peut acheter un bien nettement supérieur au montant de son capital de départ et ainsi décupler sa capacité d'investissement. D'autre part, il est parfois possible d'emprunter la totalité de la somme. Alors qu'en bourse, vous aurez bien du mal à convaincre votre banquier de vous prêter de l'argent pour y investir. En gros, pour la bourse, c'est donc votre propre épargne qui vous permettra d'acquérir les titres de votre portefeuille. Ce qui fait que la croissance du patrimoine sera aussi plus rapide en immobilier qu'avec la bourse. Par contre, on va faire tomber un mythe. Non, en immobilier, la création de cash flow n'est pas plus rapide. En effet, trouver un bien, le négocier, monter le dossier, obtenir le crédit, trouver des locataires, autant de temps pendant lequel vous n'encaisserez pas d'argent. Qui plus est, une fois fait, vous ne toucherez pas la totalité des loyers. Une part remboursera le crédit et une autre part constituera une réserve pour l'entretien ou l'amélioration du bien. Parallèlement, la fiscalité reste plus lourde en immobilier, ce qui réduit encore votre cash flow. Bref, il faudra renouveler un grand nombre de fois l'opération d'achat-location et donc attendre encore pour obtenir de nouveaux gains. Du coup, la bourse sera bien plus rapide pour créer du cash flow. En général, au bout de quelques mois, vous toucherez vos premiers dividendes. Mais, l'immobilier vous assurera des revenus réguliers, car effectivement, dès que l'opération est mise en place, vous savez exactement ce que vous allez toucher chaque mois,
vous assurant ainsi une forme de sécurité. Alors que pour la bourse, il y a parfois des décalages d'une année sur l'autre pour le paiement des dividendes. Ce dernier peut être réduit ou coupé, etc. Autant de raisons qui font que vous n'êtes pas 100% sûr du montant de vos gains. Sauf qu'en parallèle, la performance de l'immobilier sera grévée par l'inflation et que vous resterez sur un modèle d'intérêt simple, pour prendre une image d'épargnant. Pour la bourse, eh bien, les entreprises de qualité peuvent croître à un rythme supérieur à l'inflation. Mais même sans ça, vous êtes sur un effet boule de neige bien plus puissant. En plus, en bourse, le marché est plus liquide. Vous pouvez donc vendre et acheter bien plus facilement qu'en immobilier, où il faudra le temps de réaliser votre vente. Qui plus est, vous ne pouvez pas vendre 5% d'une maison ou d'un appartement. En bourse, oui. En contrepartie, le marché boursier est plus volatile, c'est-à-dire qu'il fluctue plus vite et plus souvent. Nombreux sont les investisseurs qui voient leurs gains réduits car le marché s'est subitement retourné. En immobilier, même si les fluctuations de prix existent, elles sont en général plus rares et bien plus lentes. Et l'immobilier va encore prendre un avantage car en termes de risque, même si aucun investissement n'en est exempt, la perte totale de l'investissement est quasi inexistante. Alors qu'en bourse, eh bien c'est on ne peut plus possible. Bon, on peut toujours ajouter qu'en termes de lourdeur ou de facilité de transaction, l'immobilier sera très chronophage, alors que la bourse prendra globalement moins de temps. Mais ça ne changera pas vraiment le résultat de notre comparaison, qui est remporté par l'immobilier. Et je croyais sincèrement que ce serait l'inverse. Pour compléter notre tableau, deux éléments sont néanmoins à ajouter. L'immobilier a également pour avantage de vous permettre d'acquérir ce que vous louez, votre résidence principale par exemple. La bourse peut par contre vous servir à rembourser ce que vous dépensez. On a d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet. Effectivement, ce sont deux éléments dont il faut tenir compte lors d'un projet d'investissement. Bon, maintenant qu'on a brossé notre tableau d'ensemble, occupons-nous de la question essentielle, entre bourse et immobilier, lequel rapporte le plus ? Bon, même si la question semble simple, y répondre est plus complexe. Donc pas le choix, il va falloir se tourner vers les études réalisées. On commence avec l'immobilier très long terme. Globalement, on a deux grandes études qui traitent de ce sujet. L'Ehrengracht Index du professeur Piet Eichholz de l'université de Maastricht sur le prix de l'immobilier le long du canal Ehrengracht à Amsterdam de 1628 à 1973 et l'indice Shiller-Case mis au point par le prix Nobel d'économie Robert Shiller basé sur l'évolution des prix de vente des biens immobiliers aux États-Unis. Et globalement, les deux études montrent la même chose. La tendance est plutôt à la stagnation des prix. En immobilier, les augmentations sont donc plus de l'ordre de l'anomalie qu'une véritable norme. Mais ces études traitent des prix d'achat et de vente et n'incluent donc pas les loyers perçus. De plus, les périodes longues vont avoir tendance à aplanir la performance. Par exemple, les conditions d'accès à la propriété sont bien différentes entre 1628 et 1973. Mais bon, en gros, sur le long terme, la rentabilité nette de l'immobilier se situerait dans une fourchette large de 2 à 7%. Ah oui, quand on dit large, c'est large. Et du côté de la bourse ? Là aussi, on peut se tourner vers plusieurs études comme celle de l'AMF sur les actions françaises, anglo-saxonnes et allemandes entre 1988 et 2013, ou celle de Pictet sur les actions et obligations suisses de 1925 à 1997. Alors, il en existe d'autres, mais en gros, la bourse se placerait dans une fourchette de 5 à 8% par an. Alors du coup, même si c'est pas précis, la bourse obtient une meilleure rentabilité. Donc, contrairement à ce qu'on a dit précédemment, l'immobilier n'est pas à privilégier. Eh bien, pas tout à fait. Et là, on va se tourner vers l'étude que réalise chaque année l'IEIF, l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, sur la performance à moyen et long terme des différents types d'investissements en France. Dans son édition 2023, qui couvre la période 1982 à 2022, on constate qu'en fonction de l'intervalle analysé, la hiérarchie des performances n'est absolument pas la même. Donc, en gros, si on regarde les performances sur 40 ans, on n'obtient pas le même podium que sur 20 ans, 10 ans ou même 5 ans, c'est ça ?
Exactement. Et donc, sur 40 ans, le TRI, pour taux de rentabilité interne, est de plus de 15% pour les actions, loin devant l'immobilier. Sur 30 ans, c'est l'inverse. Les actions arrivent en troisième position à plus de 8%, devancées par les foncières et l'immobilier. Sur 15 ans, c'est en fait l'or qui passe en tête. Enfin, sur 5 ans, on revient sur l'immobilier, mais sur le segment des bâtiments de logistique. Qui plus est, si tu prends la même étude, mais dans son édition 2022, qui couvre donc la période 1981 à 2021, les performances sont encore chamboulées. Petit ajout au moment où je mets en ligne cette vidéo, l'IEIF vient de publier l'édition 2024 sur la période 1983 à 2023, et le classement est encore différent. Mais alors, comment on fait pour savoir ce qui est le plus rentable ? Eh bien, je n'avais pas dit que la réponse serait loin de ce à quoi on peut s'attendre ? Ce que je vais vous dire va peut-être vous choquer, mais chercher à savoir ce qui, entre bourse et immobilier, rapporte le plus, est une question de débutant. Voilà, c'est dit, maintenant vous pouvez vous lâcher dans les commentaires et déverser toute votre colère. Bon, trêve de plaisanterie. Concrètement, si l'on regarde à long ou très long terme, la bourse reste plus performante. Mais combien d'investisseurs comme vous et moi vont vraiment investir pendant plus de 40 ans ? Parce qu'à ce niveau-là, ça devient un métier, voire une profession. Eh oui, dès qu'on regarde sur des périodes plus réduites, ce qui va sans doute se rapprocher bien plus de la réalité d'un investisseur lambda, on se rend compte que le podium change assez régulièrement. En fait, quasiment chaque actif va avoir son heure de gloire où il va surperformer tous les autres. La logique voudrait alors qu'on investisse avant pour bénéficier de cette surperformance, puis, dès que le déclin se fait sentir, passer sur un autre actif. Sauf qu'il est extrêmement compliqué de savoir ce qui marchera dans le futur. Les études nous donnent une vision passée telle qu'elle était. Or, comme on le dit en finance, les performances passées ne présagent pas des performances futures. En d'autres termes, vous aurez toujours un temps de retard. Et ça, l'investisseur expérimenté en a pleinement conscience. Pour paraphraser William Higgins, si un actif montre de bons résultats, rien ne nous dit que cela va continuer comme ça. Tout au plus, pouvons-nous espérer que cela continuera comme ça. Après, il est normal de se poser ce genre de questions. J'ai fait exactement la même chose lorsque j'ai commencé à investir. Mais si vous voulez augmenter votre performance, vous devez surtout dépasser ce type d'interrogation. Parce que, honnêtement, si vous avez besoin d'une voiture, vous cherchez à acheter la meilleure voiture du monde ou à trouver celle qui remplira le mieux vos besoins. En investissement, c'est exactement la même chose. Donc, plutôt que de chercher à savoir ce qui vous permet de gagner le plus, cherchez plutôt à déterminer ce qui est le plus adapté à votre cas. Parce que si votre capacité d'emprunt est faible par exemple, ça vous fera une belle jambe de savoir que c'est l'immobilier parisien qui rapporte le plus. Effectivement. Par contre, si votre objectif est clair, si vous savez utiliser les mécanismes d'investissement à votre avantage, si vous analysez vos actifs, alors il est tout à fait possible pour vous de dépasser les rentabilités annoncées pour la bourse comme pour l'immobilier. Mais si vraiment vous avez du mal à vous décider entre les deux, dans cette vidéo, on a construit un outil simple vous permettant de déterminer ce qui est le plus adapté à votre situation. Et même s'il n'est pas parfait, il pourra forcément vous aider. Et voilà les amis, j'espère que ce contenu vous a plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Tant qu'à faire, profitez-en pour liker et partager cette vidéo, ça sera un petit coup de pouce pour la chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner, sans oublier bien sûr d'activer cloche et notifications pour être prévenu dès la sortie d'un nouvel épisode. Et si vous voulez continuer votre parcours vers l'indépendance financière, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça. En matière d'emprunt, tu sais ce qu'on dit si deux banques ont des taux de crédit différents ? Quelle que soit ma réponse, tu vas la faire alors. Qu'elles ont un conflit d'intérêts. À ce stade, j'ai plus les mots.